juste question de commencer, mais il y a un passage dans ton roman là qui m'a profondément touché. Et je ne sais pas si tu veux le raconter, comme ça peut-être que ça va leur donner envie de le lire, mais il y a quelque chose que tu racontes avec le protagoniste quand il a perdu son père, etc. Et c'est l'histoire lorsqu'il se rend compte vraiment qu'il a perdu son père, n'est-ce pas, à l'aéroport. Là, j'ai trouvé ça vraiment... Ah bon? Ah oui? Oui. Je ne sais pas si tu veux raconter ça, parce que moi... Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a lu ici le roman, mais... Waouh, c'est... Mais c'est bizarre que ça, parce que ça c'est complètement réel. Ça c'est une chose qui m'est arrivée à moi. Ah donc tu n'avais pas raison, tu vois, tu dis, tu écris des choses qui peuvent t'arriver. Non, c'est non, quelque chose dans, qui... dans ce cas, c'était un épisode, c'est l'épisode qui m'a donné l'envie d'écrire les romans. C'est avant même, parce que j'avais dans la tête une histoire d'un mec qui fait des chansons, parce que j'étais très intéressé à l'origine des chansons, à l'origine de la composition d'une chanson et pourquoi les chansons sont si importantes pour les gens. Et il y a toujours une relation d'une chanson avec les moments où tu l'as écouté pour la première fois ou tu as frappé cette chanson avec ton état d'esprit. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Mais je n'avais pas les romans dans la tête, je n'avais pas décidé à quoi écrire et comment faire ces romans. Alors, mon père, il avait mort il y a un an, et j'allais exactement comme le protagoniste du roman, j'allais prendre un avion pendant les vacances du pont de mai, des premiers du mois de mai, pour Mallorca, avec mes deux enfants. Alors, on est arrivé à l'aéroport et il y avait une sortie massive de gens pour les vacances. Et quand on était à la queue, on est arrivé à la facturation, à check-in de l'avion. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, l'avion s'est fermé et vous avez perdu l'avion. Si vous voulez, vous pouvez passer par la fenêtre d'attention aux clients. Peut-être il va vous trouver un autre avion. Et ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Alors j'arrive sur mes enfants, ils étaient comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait, papa, comme toujours. Et moi j'ai dit, bon, on va essayer, mais probablement on ne sortira pas. Ça, c'est quelque chose qui arrive quand il y a ces sorties massives pour les vacances, comme ça. Alors, je commence à parler avec la femme qui faisait l'attention aux clients. Après, ils l'ont que... Et elle était en travaillant, mais elle ne regardait pas. Alors, je lui ai dit, bon, j'ai un problème, on a perdu l'avion pour ça, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Ah bon, regardez. Il y a un avion dans 3 jours. Ouais, j'ai dit, bon, on n'a que 3 jours pour les vacances. Alors ça... Ah, désolé, il n'y a pas de la place, c'est fini. Et alors, quand elle a regardé les noms, elle a dit, ah, mais vous êtes David Trevin? Et j'ai dit, oui. Et j'ai pensé, bon, ça c'est l'importance d'être fameux. Et elle a dit, ton père, il s'appelait Maximo. Et j'ai dit oui. Parce que mon père, il était vendeur à domicile. Il vendait des choses dans un quartier de Madrid, très proche, très pauvre. Et il vendait les choses, toutes les choses du monde. Il vendait des machines à écrire, des montres, des meubles de cuisine, tout. Des vêtements, de radio. Parce que c'était un quartier où les gens, il n'avaient pas l'argent pour payer dans un magasin pour ça. Alors, ils prenaient un an pour acheter une télévision, par exemple. Alors, à ce moment-là, quand il a commencé, il n'y avait pas de carte de crédit, il n'y avait rien. Alors, il était comme une espèce de
vendeur de confiance, comme ça. Bon, et mon père était très populaire dans ce quartier. Il faisait très, très bien son travail. Il y avait toujours les gens qui téléphonaient à la maison. Est-ce que je peux parler avec ton père parce que j'ai besoin d'un montre parce que mon fils, il va faire la première communion, comme ça. C'était toujours un business incroyable parce que mon père, il s'est gagné la vie pour lui, ma mère et les 8 enfants avec ça. Et alors, je suis dans l'aéroport et cette femme me dit, et comment il va ton père? Parce que ton père, c'est magnifique. Et mes parents, ils aimaient ton père parce que ton père, c'était un type merveilleux, parce qu'il nous donnait des conseils. Il faisait ça. Il avait du temps toujours. Il faisait les commerces, mais toujours, il parlait avec toutes les personnes. Il avait toujours de bonnes paroles. Il se préoccupait pour toutes les personnes. Il demandait pour la grand-mère, pour les gens pour les petits qui étaient malades. Et moi, j'ai dit, ouais, si, mon père, il était spécial, oui. Il m'a dit, il sera très bien maintenant, et comme il va? Et j'ai dit, bon, il est mort. Il est mort, il y en a comme ça. Et comme mon père, il était très vieux quand il est mort, moi, c'était normal, c'était presque une sensation. Alors, je n'ai pas eu une grande catastrophe dans ma vie avec tout ça, même si ma relation avec mon père était très, très bonne. Et alors, cette fille m'a dit, mais, il est mort. Et moi, j'étais si triste à ce moment-là. Et j'ai commencé presque à pleurer avec cette femme d'Iberia. Et en même temps, c'était comme ridicule de ma part, non? Mais alors, j'ai fait comme ça, non. Et elle m'a demandé, je suis désolé parce que j'ai probablement te faire souvenir de tout ça. Non, c'est bien, parce que non, c'est vrai, mon père, c'était spécial et je n'avais pas pensé que tout ça. Et elle continuait à faire des travaux comme ça, avec les computers. Et alors, elle m'a dit, bon, désolé, et David, c'est un plaisir, parce que je me souviens que ton père, il était très fier de vous. Toujours, il parlait de ses enfants, de tout ça, de ton frère Fernando, de toi, quand tu as commencé à publier des livres et tout ça. Et ça, c'était magnifique de voir un homme si fier de ses enfants. Oui, il était très fier. Il portait toujours... Et ma mère lui gardait toujours les pages de magasins si vous sortez ou d'un journal, s'il voyait une photo de vous, pour le Monsieur Maximo, le Seigneur Maximo. C'était son nom. Et alors, elle me dit, bon, c'est un plaisir de te connaître. Tu peux prendre l'avion dans 20 minutes. Et c'est ça. Et alors, je suis arrivé à la part où étaient mes enfants et j'ai dit, alors, on y va, on s'en va à Mallorca. C'est la première fois qu'on regardait son père avec une admiration totale. Il l'a réglé, il est arrivé à régler quelque chose. Et j'ai dit, non, c'est pas un mérite à moi, c'est un mérite de vos grands-pères. Alors, ils se sont dit, pourquoi? Mais le grand-père, il est mort. Et j'ai dit, oui, mais comme les Sith, il y a des batailles que tu gagnes après la mort. Et mon père, c'était ce type de personnage qui gagnait les batailles après la mort. Et il avait cette idée toujours qu'il a mis dans notre tête, dans nos têtes, la mienne et celle de ma sœur et mes frères, tu dois faire les choses sans demander rien, tu dois faire les choses bien, tu dois faire tout avec générosité pour les gens, parce qu'il y aura un moment, toujours, que ça reviendra. Et ça, c'était une chose qui était fatigante quand j'étais petit, parce que tu es toujours un cynique quand tu es petit. Alors mon père, il a fait ça, et ces journées, j'ai dit, mon père, il avait raison. Et alors j'ai dit, je vais écrire ce livre, pas seulement pour lui, mais pour moi, et pour les gens qui lisent le livre, parce que c'est un portrait de ce que je pense que c'est ta position dans la vie. Et ça, c'est bizarre que tu me demandes pas pour ce moment, parce que c'est le moment original du roman. À ce moment-là, j'ai dit, ce musicien du livre, il va avoir ce père. Et il va découvrir, quand le fameux, il a fait des chansons, il va découvrir que son père, il n'était pas un martien, fou, mais il était un sage. Et ça, c'est un peu l'origine du livre et l'origine de tout.
C'est une longue histoire. Mais... Bon, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Et sur les films et sur le roman, bien sûr, hein, les deux sont possibles. Sur la vie. Sur la vie, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je vais poser la question, est-ce que l'actrice Oui. est-ce que l'actrice qui joue dans Quasi 40 est chanteuse également? C'est son métier? Enfin, en plus? Non. Non. Elle chante très très bien et quand on a fait La Buena Vida il y a 23 ans, elle a eu des propositions de faire des disques parce qu'elle chantait, même à La Buena Vida, elle chantait une chanson sur le film. Et alors il y avait d'intérêt de quelques comme discographiques qui l'ont offert de faire un disque. Et elle a eu des doutes au moment, mais il l'a jamais fait. Il a continué une carrière d'actrice. Mais sa sœur aînée, elle est chanteuse. Elle a fait une carrière de chanteuse. Elle s'appelle Rebecca Jiménez. Il y a une chanson dans le film qui est faite par la sœur de Lucia, Rebecca, cette chanson qui s'appelle Despertarme Contigo, que c'est la seule chanson qu'elle chante avec un groupe. Mais elle n'a pas jamais fait un disque. Elle pourrait, parce qu'elle chante très très bien. Elle est magnifique. Un dernier mot, je passe le micro. Vous aviez anticipé les photos de jeunes? C'est très émouvant, ce passage, quand on les voit jeunes ensemble. Tu dis les photos du film. début des titres ou les moments où... Le moment où ils se ressouviennent, où on les revoit enfants, tous les deux. Je n'avais pas pensé à émouvant. utiliser ça, jamais. Mais quand j'étais au montage du film, il y avait un moment où ce moment dans le film, je ne trouvais pas la transition parfaite dans ce moment que c'est un peu quand ils ont ouvert un peu l'idée entre eux et tout ça, et la tension s'est réduite un peu de ce qui s'est passé entre nous. On ne sait jamais qu'est-ce qui s'est passé, mais quand même, alors, avec la monteuse du film, j'ai dit, il y a une chose que je me souviens, parce que cette image, il appartient pas au film, à La Buena Vida. Il était fait avant du film. C'était comme une espèce de preuve de caméra que j'avais tournée avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils donnaient sur l'écran. Et je me souviens, et j'ai commencé à chercher, c'est très difficile à trouver. J'ai cherché et c'était ça, et j'ai dit, ah, c'est fantastique, parce qu'il y avait une pureté même incroyable. Et moi, j'aime beaucoup les passages du temps. Pour moi, c'est la chose la plus importante, hein, parce que je pense que la seule chose que c'est utile à la vie, c'est les passages du temps. Les gens pensent que la chose la plus importante, c'est de pas, et que le temps, il passe pas. De rester comme jeune, rester comme ça. Et non, c'est le contraire. La chose la plus merveilleuse, c'est que le temps passe. Et les choses, ils ne sont jamais les mêmes choses, des fois. Et alors, le cinéma, c'est l'art parfait pour cette obsession. Spécialement quand tu travailles avec le même acteur. Parce que dans le physique, il y a une histoire. Il y a quelque chose qui te raconte quelque chose. C'est comme on regarde les photos, quand on regarde les photos, quand on était petit, quand on était jeune, et tu vois les photos et tu vois les romans de ta vie. Ça, c'est merveilleux. Oui, comme ça. Oui, moi, ce qui m'a impressionné et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on retrouve les personnages de La Buena Vida. Les mêmes mimiques, les mêmes regards. Et ça, c'est pas voulu. Ça s'est fait comme ça, je suppose. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, ah oui, lui, ses regards, même sa façon de manger, c'était la même. Ah oui, oui. Ah oui. Parce que vous avez vu les La deux Buena films Vida. aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Il y a quelques jours, La Buena Vida. Il y a quelques jours? Oui. Ah, mais récemment? Oui. Parce que non, sinon, c'est difficile à se souvenir de tout ça. Mais c'est magnifique ce que vous dites. Parce que ça, c'est vraiment... C'est formidable, quoi. Parce que d'habitude, quand on voit les personnages à une autre époque, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, oui.
Alors que là, il y a vraiment le temps est réel entre les deux. Ouais. Et en fait, on les retrouve, mais vraiment C'est parfaitement. Ouais. J'adore ça de Ouais. film. Et il y a une chose toujours en Espagne, il y a spécialement les journalistes, ils sont depuis longtemps, ils ont une lutte, une bagarre avec moi, que c'est la bagarre de, alors David, tu es plus un écrivain ou un directeur de cinéma, un réalisateur de cinéma, ou un journaliste, parce que c'est aussi un de mes métiers. Je lui dis tout le temps, non, je suis les trois choses. Je change de personnalité sur chaque travail. Et la deuxième question, c'est toujours, mais oui, mais si tu dois choisir, qu'est-ce que tu... Et moi, pourquoi choisir? Choisir, c'est violenter la vie, non? Si la vie me donne l'opportunité de faire les trois choses, je continuerai à les faire. Mais par contre, la seule chose dans laquelle, quand je suis en train d'écrire un roman et je suis dans la solitude, sans problème, sans exécutif de télé, sans programmateur de festival, sans distributeur de films, sans critique du cinéma dans ta tête. La seule chose que j'ai toujours un problème à accepter, c'est de ne pas travailler avec deux acteurs. Parce que pour moi, les acteurs, ils sont la chose la plus importante du cinéma. Et j'aime travailler avec eux. Et c'est la seule chose que je trouve à manquer pour moi quand j'écris et quand je fais le journalisme. C'est la seule chose que j'ai dit, ça serait parfait de faire un roman, mais avec les acteurs. Avec les acteurs. Moi, je trouve que tu écris quand même comme un cinéaste. Ce ne sont pas des scénarios, ouais. Mais on sent dans la façon d'écrire le journaliste et le cinéaste. Mais tu sais que quand ils font une critique à moi dans le cinéma, ils disent que toujours mon cinéma c'est trop littéraire. Oui, mais j'aime beaucoup ça, parce que le cinéma... Contrairement à Javier Cercas, et Javier Cercas c'est le pur littéraire. Et par contre, Sacheri, ouais. Lui, c'est le pur guionista. Hein. Oui. Pas d'ami. C'est ton avis. Sinon, Javier Cercas, il va être fâché. Si quelque chose. Non. Il va être content d'être là. Oh oui, merci. Madame Martinez. Qui? Pilar? Ah non. Festival. Et je ne vais pas poser des questions sur le cinéma. Moi, je ne considère pas Nantes un festival. Non. Je considère Nantes une fenêtre pour le film espagnol. Un festival, pour moi, c'est comme la compétition, tout ça. En réalité, j'ai pris le micro pour vraiment écouter un compliment au milieu du festival. Donc, bon, je ne vais pas dire ici toute l'admiration que nous savons tous, pas simplement pour le cinéaste, mais aussi pour le journaliste, dont des colonnes, très souvent, nous font réfléchir, nous font vraiment regarder l'actualité espagnole si compliquée, mais je ne vais pas parler de ça. Je vais parler surtout dans le roman d'un chapitre qui, je pense pour nous, est très important et qui parle du passé. Ouais. Donc, le titre de ce chapitre, mais tu vas pouvoir sans doute le développer, c'est la question du passé, et le passé est partout. Etc. Je pense qu'il y a tout un regard sur le passé, le présent et l'avenir qui est particulièrement important, surtout en ce moment où, comme on l'a dit ces jours-ci, on a l'impression que les choses reviennent, que le passé, qu'une certaine période se repose. Mais je trouve que c'est une façon de l'écrire qui est très poétique. En même temps, je dirais aussi, c'est un regard de journaliste, mais aussi, il y a derrière pas simplement l'écrivain de romans, mais aussi ce mélange de celui qui regarde l'actualité et du poète, parce que la traduction est particulièrement bonne aussi, donc il faut le dire. Et donc voilà, on fuit les passés, mais on y retourne pour chercher, etc. Donc c'est vrai qu'on aurait presque envie de lire tout le chapitre. Je te laisse expliquer ce jeu entre passé, présent. Bon, merci Pilar pour tout. Les passés. C'est difficile parce que je ne suis pas une personne
très intéressé au passé. Et je ne suis pas une personne nostalgique du tout. Je suis un présentiste. J'aime beaucoup le temps présent. Je pense que les gens... C'est mon problème. Mes parents, ils étaient très, très catholiques, très religieux, très spirituels. Moi, je suis spirituel, mais la seule chose qui devenait impossible pour moi du catholicisme, c'était l'idée de sacrifier le présent pour le futur. Ça, c'était une chose qui... C'était insupportable. Et chaque fois que j'écoute les consolations du catholicisme, c'est toujours « Ah non, mais ces pauvres gens, ils doivent souffrir toute la vie pour arriver au paradis. » Ah non, non, non. Non, ça c'est terrible. Ça c'est terrible comme idée. Non. Alors, ça m'a donné un problème même quand j'étais petit. Parce que je disais, mais ça c'est impossible, ça c'est pas une promesse. Non. C'est important de faire le mieux que tu peux dans les moments, dans aujourd'hui. Et la politique est devenue une espèce de religion qui part toujours des sacrifices, des choses pour arriver à un paradis génial que c'est de retourner dans le passé et on va faire des États-Unis great again. On va faire de l'Italie great again. On va faire la France impériale de nouveau. On va faire l'Espagne de la reconquête. Et moi, je trouve ça épouvantable comme idée. On va faire un petit chose du bien aujourd'hui pour les gens. Parce que ça, c'est la seule chose de vrai. On va changer un peu la vie de l'autre. Mais en même temps, nous sommes en même temps qu'on avance, on a avec nous un poids incroyable et chaque fois plus grand, des souvenirs, des personnes qu'on a connues, des impressions, des expériences, et tout ça. Et tout ça, c'est difficile à vivre avec tout ça. Et ça devient la chose la plus difficile à vivre avec la mémoire et avec tout. Mais en même temps, la mémoire et le passé, il doit être libérateur. Ce n'est pas un poids, il doit être... C'est comme cette histoire que j'ai racontée de mon père. Pour moi, c'était terrible si je pense à cette idée et je pense, ah, mais mon père, je n'ai pas été à l'auteur de mon père, je ne lui ai pas donné tout ce qu'il voulait, je n'ai pas été l'enfant parfait, j'ai pas été... Non, c'était bien, c'était tout bien passé. Alors, on continue avec cette idée, parce que l'idée est avec toi, mais pas les personnes. Alors, on continue avec les idées. Alors, je suis très contre cette nostalgie de l'utilisation du passé comme quelque chose de consolation, ou quelque chose de on va faire rétrocéder le temps, on va revenir le temps en arrière. Ça, c'est impossible. Il faut penser au futur, mais pas dans un futur très lointain, un futur très proche, toujours. Demain prochain, dimanche prochain. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas faire du bien pour ça? Comment est-ce que tu vas résoudre ça? Ça, c'est pour moi l'expérience du passé. J'avais un maître dans le cinéma qui s'appelle Rafael Azcona, qui était le scénariste de très grands films de Carlos Saura, de Luis Berlanga, même les scénaristes aussi de Belle Époque, de La lengua de las mariposas, de plusieurs films. El Verdugo, Plácido, tous les classiques du cinéma espagnol. Et lui, il me disait, j'étais un très très bon ami à lui, c'était mon maître toujours, et il me disait un jour, ah David, les vieux, ils sont terribles, les vieux. Parce qu'ils pensent que l'expérience, c'est une chose avec valeur. Et l'expérience, c'est bien, mais la seule valeur de l'expérience, c'était si toutes les journées seront les mêmes. Mais comme chaque journée est différente, l'expérience, ça ne sert à rien. Alors, oublie de l'expérience. L'expérience, c'est une chose, la capacité de réagir dans des situations. Mais ce n'est pas une valeur... C'était Brassens aussi qui le disait, ouais. N'est-ce pas? Ouais. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, n'est-ce pas? Quand on est con, on est con, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Oui, parce qu'il y a une répétition aussi, parce que
les tout début des livres, les livres commencent avec une déclaration de que il dit, le début du livre dit, c'est très étrange cet conte de la vie, parce qu'on connaît tous la fin du conte, mais on veut vivre et que nous raconte cette conte. Les enfants, ils disent toujours, ne me raconte pas la fin. Mais quand on est un peu plus âgé, on se rend compte que la fin, ce n'est pas important. C'est le processus pour arriver à la fin. Et ça, c'est pour moi l'histoire de la littérature. Quand tu aimes un livre, que ce soit Madame Bovary ou Les Rouges et les Noirs ou Don Quichotte, ce que tu aimes de ces livres, ce n'est pas la fin, d'arriver à la fin, comme la première fois que tu lis quelque chose de « Ah, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec Madame Bovary, qu'est-ce qui se passe avec Don Quichotte ?» Non, ça n'a aucun intérêt. C'est le livre. Alors, quand tu le lis la deuxième fois, la troisième fois, ça devient un livre important dans ta vie. Et pour la vie, c'est la même chose. On connaît tous la fin. On connaît tous la fin. Et c'est la même fin pour tous. Alors, c'était stupide d'être intéressé à la fin. Ce qu'on doit être intéressé, c'est au processus d'arriver. Qu'est-ce qu'on a fait avant? Exactement. Je me souviens les jours, toujours, quand j'avais 12 ou 13 ans, j'étais dans un cinéma et j'ai vu un film que j'adore qui s'appelle Vertige, Vertigo de Hitchcock. Que ce n'était pas pensé pour moi comme un film épiphanique. C'était un film de Hitchcock, c'est toujours Hitchcock, un film de mystère, de résolution d'un énigme, quelque chose. Mais je me souviens parfaitement qu'à la fin de Vertigo, j'étais comme ça au cinéma. Et j'ai resté parce qu'il y avait les sessions continues, on se dit comme ça, les séances continues, la double séance. Et alors, j'ai resté dans le cinéma assis et j'ai commencé à revoir le film immédiatement. Parce que il y avait quelque chose qui était plus important que la fin du film. C'était, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai découvert que c'était stupide d'attendre la fin des choses. Non, la fin, c'est toujours la même. Tout à l'heure, en présentant votre film, vous avez parlé d'Éric Rohmer. Et en regardant ce film, moi, j'ai retrouvé le côté, je dirais, impressionniste des films d'Éric Rohmer. Et je voulais savoir ce qui vous inspire chez Éric Rohmer et s'il y a d'autres réalisateurs français qui vous inspirent plus particulièrement. Ah, bien sûr. J'ai dit avant du film que... Bon, cette idée de Rohmer, c'était le beau-père de Océane, parce que je suis allé chez lui et il m'a dit, j'ai vu le film il y a 2 jours, et il avait un air du film de Rohmer. Et il y a quelques personnes en Espagne qui ont dit aussi ça. Et moi, j'adorais les films de Rohmer. Pour moi, c'était un maître, spécialement parce que quand j'ai commencé à penser au cinéma comme métier, pour moi, Éric Rohmer, c'était la perfection de la position du créateur dans l'industrie. Parce qu'il faisait les films qu'il voulait, des films toujours dans une mesure, avec des équipes très petites et des films qui ne voulaient pas gagner les festivals, ne voulaient pas gagner beaucoup d'argent, mais suffisant argent pour faire une autre. Ça, c'était pour moi comme les maîtres de tout ça. C'est pour ça qu'il est arrivé à faire des films avec 83 ans. C'était magnifique. Mais en même temps, maintenant, ce sont des films impossibles parce que les gens, si tu ne tues pas 2 ou 3 personnes dans les films, ce n'est pas un film. Et pour moi, c'est le contraire. Si tu tues des gens dans un film, c'est que tu n'as rien à raconter. Parce que la violence, c'est toujours la solution quand il n'y a pas de discours. Et même dans le cinéma. Merci. Et Rohmer, il a été très important. Je me souviens, quand j'ai vu Ma nuit c'est mort, je n'ai pas compris rien du tout parce que j'étais très jeune, mais il y avait quelque chose là qui... C'était mystérieux. Et après, Pauline à la plage et tout ce film, c'était très, très important. Mais j'étais, comme j'ai dit, très francophile parce que il y avait un moment en Espagne que les gens intelligents
on était tous francophiles. Parce que, oui, c'était un pays très proche et il avait toutes les choses qu'on n'avait pas. On avait le respect pour la culture, on avait la liberté, on avait la traduction de tous les pays du monde, on avait le cinéma de tous les pays du monde. Et c'était normal dans les années... Je suis né l'année 69 et dans la moitié des années 70, aux premières années 80. Mais après, il a devenu le colonialisme américain et ça, c'est fini. Les Espagnols, ils ont laissé d'étudier les Français. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent français maintenant en Espagne. Ce sont des exceptions totales, mais c'est une peine. Oui, tu n'es pas jeune. Non, mais c'est vrai, c'est une peine parce que l'idée de la France était magnifique. Et mon frère, mes frères, mais spécialement mon frère Fernando, il entendait toujours les chansons de Léo Ferré et de Georges Brassens. Et je connaissais les chansons de mémoire, même sans savoir les français et les paroles. Parce que c'était tout le temps à la maison. Pom, pom, pom. Et on pouvait dire les choses les plus épouvantables et mes parents ne disaient rien. Et aussi les films. Et spécialement pour moi, il était très important, Jean Renoir. Ça a été pour moi la révélation totale, aussi quand j'étais jeune, parce que c'est le cinéaste que j'adore le plus. Parce qu'il fait des films toujours d'êtres humains, de relations humaines, de la faiblesse humaine. Et la règle du jeu, pour moi, c'est un film essentiel. Probablement le film parfait. Et ça a été aussi la nouvelle vague. Mais la nouvelle vague, il y avait toujours des choses très à la mode dans la façon de faire des films, les acteurs comme ça. Mais Jean Renoir, c'était un vieux cinéaste. Il était bien même quand il était jeune. Mais j'adorais ça. Oui, les films de Jean Renoir, c'était important. Bonjour. Oui. Je reviens un peu au sujet de tout à l'heure, de la fin, le processus. Je suis complètement d'accord, aussi bien dans la vie que dans l'art. Mais quand tu commences ton processus de création, comme écrivain ou scénariste, est-ce que tu commences quand même par la fin ou pas? C'est comment ton processus de travail? Je vais te raconter ça. C'est très intéressant la question, merci. Et il y avait ce mec, Raphaël Azcona. J'étais en train de finir un scénario. Et un jour, je lui ai dit, on a un problème avec ce scénario parce que les metteurs en scène, ils veulent les mettre en titre. J'étais scénariste à ce moment-là. Il veut un titre pour le film et moi, je veux une autre. Mais j'ai des doutes parce que je ne suis pas sûr quel est le titre qui est bien. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait, David? Ça, c'est terrible, tu ne dois pas le faire. Ne le fais jamais. Tu as commencé à écrire sans titre. Et j'ai dit, ah oui? Je commence toujours à écrire sans titre. Oh non, 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 non. Ne fais pas ça, jamais. Jamais de la vie. Il faut avoir un titre avant de commencer à écrire. Et l'autre chose que tu as besoin d'avoir, c'est la fin. Tout le reste, il n'a pas de l'importance. Mais ça, c'est un... Et j'ai dit, ah bon? Et j'avais 21 ans, comme ça. Et toujours, quand j'ai l'idée d'un roman, quand j'ai l'idée complète d'un film, et je commence à écrire, ou j'ai le besoin de commencer à écrire, je me dis à moi-même, attends, tu ne peux pas écrire, tu n'as pas un titre. Alors, tu dois penser. Et je passe 3-4 mois à chercher un titre. Et je ne trouve pas, et je ne trouve pas. Et j'ai besoin d'écrire. Et je vais écrire, mais je n'écris pas. Je ne commence pas. Et l'autre chose, c'est la fin. Et quelquefois, tu changes la fin. Mais tu dois sortir avec un fin. Et j'ai pensé à ça. Et je pense qu'aussi, avec les êtres humains, ça, c'est important. Parce qu'on fait la vie, toujours, avec un homme et avec un fin. Et tout le reste, on ne connaît pas. Mais quand tu es né, il y a quelqu'un qui dit, c'est Michael. Ah, bon. Et l'enfant, c'est Michael. Et la fin, je te peux la raconter. Je ne vais pas te la raconter parce que je ne vais pas te faire pleurer aujourd'hui, mais je te raconterai quelqu'un. Et tout le reste, c'est magnifique. Mais il faut avoir ça. Et
romans, pour les scénarios. C'est là les très bons conseils de ma vie. Et même avec Tierra de Campos, j'ai eu un problème parce que quand j'ai donné les livres à lire à des amis et à mon éditeur en Espagne et mon agent littéraire, ils m'ont dit tous, c'est un titre terrible, David. C'est un titre qui n'est pas commercial et c'est un titre qui a un défaut il paraît un titre d'Antonio Machado. Et j'ai dit, bon, quand même, un respect. Mais Antonio Machado, ce n'est pas commercial aujourd'hui. Ah bon. Et à ce moment-là, j'ai dit, ça va être le titre. Parce qu'à la fin, les titres, c'est les titres que tu as fait pour les romans. Ah, pardon. Je vous ai écouté attentivement. Bonsoir. Je vous ai écouté attentivement sur nous parler du rapport au temps. Et j'aimerais vous entendre sur vos choix pour les lieux. Je reviens au film. Les lieux du film offrent beaucoup, d'ailleurs. Merci pour la balade. Ça nous rapproche de nous aussi. Le film, les plans du film nous rapprochent de notre vécu. Mais les choix de villes sont aussi des villes du passé. Plasencia, Burgos, Zaragoza. Et on voit beaucoup de vieilles ruelles charmantes, de vieilles pierres. Et je me demande en quoi ces villes qui rappellent le passé illustrent votre rapport au temps. Je me disais qu'en même temps, c'était les lieux où on prend le temps de parler, puisque les protagonistes du film se disent beaucoup de choses sur ces lieux. Oui, c'est intéressant parce que c'est un film castillan, parce qu'il y a beaucoup de places. Il y a Plasencia qui est à l'Extremadura, mais tout le reste, ça fait partie d'une castilla qui sort pas beaucoup dans les films. Parce que les films espagnols sont toujours ou bien la plage, les lieux de vacances magnifiques, ou les lieux touristiques magnifiques, ou Madrid, Barcelone. C'est toujours les Pays Basques dans quelques films. Mais il n'y a pas de la présence de l'Espagne. Je suis amoureux de mon pays, je dois dire. Je ne suis pas patriote, mais je suis amoureux de mon pays, de montrer mon pays. Alors, tu as dit que les villes, elles sont bien, mais toutes les villes sont les passés. Parce qu'il y a des histoires avant que toi. Quand il y a, même Nantes, c'est une ville formidable, mais le passé est présent. Dans toutes les villes importantes du monde, il y a un passé. Non? Et c'est difficile à vivre avec la sensation de qu'il y a beaucoup d'histoires avant de toi et beaucoup de choses qui sont passées avant de toi. Spécialement si tu vas à Segovia, à Salamanca, tout ça, c'est le poids du passé à l'Espagne, c'est formidable. Et je pense que c'est pour toute l'Europe la même chose. Et c'est une des raisons pour laquelle les Américains, ils sont cette ère d'inventer toujours un nouveau monde. Et toutes ces nouvelles technologies, tout ça, c'est plus facile de le faire aux États-Unis qu'ici. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a le passé ici. Et quand tu penses quelque chose, tu penses, ah bon, mais il y a 500 années. Mais aux États-Unis, tout est neuf. C'est difficile, mais je ne sais pas, je n'ai pas une réponse. Je tourne aux places que je pense qui sont intéressantes pour... Et je voulais parler de l'actualité, je voulais parler de la lutte des gens pour continuer à faire les choses qu'ils aiment faire dans ce monde qui est déjà construit, qui est déjà préparé. Je crois beaucoup dans les romans, il y a une évocation d'une situation. Il y a ce mec, le protagoniste du livre, qui fait un peu les voyages pour se réconcilier avec son père. Et ce voyage, c'est un voyage du passé et du présent. Parce que c'est la seule chose de faire une réconciliation avec tes parents, c'est quand tu fais l'occupation de son espace. Il n'y a aucune personne de 15-16 ans qui soit réconciliée avec ses parents. Ils pensent toujours, ah mon
Dieu, quel parent. J'aimerais mieux d'avoir cet autre. Mais par contre, quand tu arrives à l'âge de tes parents, quand tu avais 15 ans et ils avaient 40, quand tu arrives à 40, 45, tu commences à comprendre la perspective. Parce que tu fais une occupation, l'occupation de son espace. Et c'est très important. C'est pour ça que l'empathie, c'est si important, parce que c'est la simulation de l'occupation. Si j'imagine que je suis là, et alors je demande d'être traité comme j'aimerais. Non, c'est l'idée la plus géniale du christianisme. Ne fais pas ce que tu ne veux pas être fait sur toi, sur une autre personne. Et ça, c'est une idée formidable qu'on doit reprendre tout le temps. Parce que cette occupation, c'est aussi une question d'imagination. Il y a des gens qui n'ont pas l'imagination pour penser que je peux occuper ta place. Et c'est une chose que tu apprends dans la vie. Parce que tu occupes les places des gens que tu pensais, oh mon Dieu. Tu es un étudiant, tu es à l'école et tu penses que les professeurs sont terribles. Quel genre. Ouf. Et alors, en journée, tu deviens un prof. Tu entres dans la classe et tu dis, oh mon Dieu, j'ai changé de côté. Et alors, si tu te souviens de ce que tu sentais, tu deviens un bon prof. Si tu oublies ce que tu sentais quand tu étais un étudiant, tu deviens un prof comme les autres. C'est très important à avoir un souvenir. Et aussi pour les parents, je ne sais pas si tu avais des enfants ici, mais moi, j'ai été très, très surpris la première fois que j'ai commencé à dire à mes enfants les mêmes choses que mes parents me disaient à moi. Ah, j'étais désolé parce que j'ai dit, oh non, je suis devenu un père qui dit les mêmes choses. Fini les plats parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de la viande dans le monde. C'est terrible ça. Et les villes, c'est la même chose. Tu dois penser toujours que dans la rue où tu es maintenant, il y a probablement des gens, il y a une centaine d'années, qui se sont déclarés l'amour, qui ont vu une histoire de désolation, de solitude. Tout est répété. Tout s'est déjà passé. Il y a les personnages qui sont nouveaux, mais l'histoire s'est racontée déjà 1000 fois. Ça, c'est l'histoire de Bill. Oui, David, je voulais te dire que le titre que tu avais trouvé en espagnol, Tierra de Campos, c'est vraiment, à mon avis, le titre vraiment formidable, parce que pour un roman qui parle justement du temps qui passe, justement les paysages les Tierra de Campos, qui est le sud de Palencia, de Léon, qui est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Il y a des endroits où, comme tu l'as dit, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un village en vue. On est au milieu de champs immenses et automatiquement, la seule chose à laquelle on pense pour se repérer, c'est le temps. C'est-à-dire à l'existence de ce que tu viens de dire, des gens qui sont passés par là avant. Et c'est quelque chose d'extrêmement émouvant et très fort qu'à partir du moment où tu n'as aucun arbre ou aucun village pour te distraire ou pour attirer ton attention, tu es confronté essentiellement à cette dimension du temps qui passe, et de ce qui a pu se passer avant et de ce qui se passera plus tard. Donc c'est pour ça que, contrairement à tes éditeurs, moi, je trouve que le titre est absolument parfait pour... Ils ont aimé après, voilà. Parce que le livre, il a très très bien marché, alors ils se sont dit, ah, c'est commercial. C'est toujours la même histoire. Mais il y a une autre chose au roman qui est très importante de Tierra de Campos, c'est que c'est un espace qui a beaucoup de champs qui sont exploitation, parce que ça se remonte au temps des Visigoths, quand ils sont arrivés à la péninsule, et ils ont fait une partition du champ très particulière par des familles. Et ça a continué jusqu'à l'âge de mon père. Et il y a un champ de bleu, un champ de... Comment se dit cebada? Orge? Cebada? Ouais. Bon, il y a orge, blé, mais tous sont des champs très rectangulaires, parfaitement faits, un autre, avec de petits chemins à moitié pour les paysans et pour les familles. Et les exploitations sont très familières. Et c'est une économie de famille.
Et il y a les personnages du livre qui est un chanteur, qui n'a aucune relation au monde de l'agriculture. Il a oublié l'origine de son père et tout ça. Mais il arrive et il pense, ça, c'était très sage. Je crois que même pour la musique, pour les professions actuelles, cette idée d'avoir un champ pour chacun, une parcelle pour chacun, pour chaque famille, pour faire ton travail. Mais maintenant, on vit dans un monde qui a fait du monopole l'exploitation totale. On a les monopoles les plus grands de l'histoire de l'humanité, que c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Ils sont les entreprises les plus grandes et plus universelles de l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est un problème pour la création, pour être heureux comme travailleur. Parce que tu es heureux quand tu travailles avec un résultat très proche, avec une organisation proche de toi. Sinon, ça devient la folie. C'est impossible à faire partie du monde. Si tu ne connais pas la personne qui t'emploie, si tu ne connais pas les résultats de ton travail d'une façon physique. Et pour moi, ça, c'est les problèmes actuels. Alors, il y a les personnages qui arrivent sur cette place et quand ils regardent les champs, ils disent « Ah, j'aimerais ça pour la chanson. J'aimerais d'avoir mon petit parcelle de chansons et de vivre avec ça. » À la fin de l'année, tu as fait 5 chansons et ils te donnent un peu d'argent pour vivre. Et ça, je suis heureux avec ça. Et avec mon carrière, je pense la même chose. C'est pour ça que Tierra de Campos était très important comme titre. Tout à l'heure, vous avez dit que le mois prochain, vous allez tourner un autre film? Oui. Non, je vais tourner un film dans un mois, un autre film. Et je vais tourner dans une ville très, très spéciale aussi. Je vais sortir de Madrid, Barcelone. Je vais tourner un film dans une ville qui s'appelle Melilla. Melilla, qui est une ville incroyable parce qu'on a les Espagnols, on a 2 villes dans l'Afrique, les deux uniques villes européennes dans le continent africain. Et ça, c'est merveilleux, ça, c'est magnifique, ça, c'est incroyable. Et alors, ça devient une place de conflit aussi, très, très étrange et très difficile à résoudre. Parce que moi, j'aime beaucoup les conflits qui n'ont pas une résolution. Je vois que les gens, ils aiment beaucoup la résolution des problèmes. Moi, j'aime beaucoup les problèmes sans solution. Oui, je suis sadique. Mais je crois que ça, c'est l'histoire de l'humanité. Quand j'entends parler de les relations humaines, de l'immigration, et je dis tout le temps, ah, mais ça, c'est irrésoluble. Et ça, c'est formidable. Parce que tu peux passer toute la vie à essayer de trouver une solution et tu ne la trouves jamais. Alors, les gens qui disent qu'ils ont trouvé la solution, ce sont toujours des fascistes. Et moi, je déteste les fascistes comme attitude. Pas comme idéologie, mais comme attitude à la vie. Et parce que c'est les gens qui pensent qu'ils ont la solution. Et on n'a pas la solution, parce que la seule solution, c'est la solution finale. Et ça, c'est Hitler qui l'avait trouvé. Et alors, Melilla, pour moi, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au problème. Pour faire un portrait du problème, et un portrait des personnes dans les problèmes. Mais pas la solution. Et ça, c'est un peu tous les films que je fasse et tous les romans que je fasse, c'est les problèmes, mais pas la solution. Mais les problèmes, c'est fantastique. Parce que sans problème, c'est la mort. C'est la mort de l'intelligence, parce que l'intelligence, il travaille parce qu'il y a un problème. Et si tu fais une résolution du problème, l'intelligence dit « Ah, il y a les gens qui sont satisfaits. C'est horrible, terrible, ils sont horribles. » C'est toujours bien d'être un peu insatisfait, non? Bon, David, je voulais te Pas toujours, c'est comme l'autre philosophie. On est dans un festival de cinéma. Une fenêtre pour le cinéma espagnol. Désolé de parler de ces choses si abstractes, sans préparation intellectuelle. Mais parce que je suis le petit des 8 frères, alors j'ai entendu parler les autres. C'est pour ça que j'ai
fait le Moi, David, philosophe. Je voulais te poser, parce que j'adore quand tu nous racontes des anecdotes par rapport à Rafael Azcona, qui était un maître, un ami, etc. On dit de Billy Wilder qu'il avait dans son bureau une phrase genre comment Lubitsch le ferait, n'est-ce pas? Est-ce que toi tu penses aussi quand tu écris ou quand tu vas faire un film comment Azcona le ferait, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu as quelques anecdotes aussi avec Rafael Azcona. Tu sais que quand j'étais étudiant de cinéma aux États-Unis, je suis allé quand j'avais 21 ans, j'avais vendu mon premier scénario pour un film et avec l'argent, je suis parti à Los Angeles pour étudier les scénaristes. C'était très bizarre parce que c'était comme un médecin qui commence la carrière après les contrats de médecin. Mais je pensais que c'était bien d'étudier après. Ça, c'est aussi une caractéristique à moi. Et alors, je suis allé à Los Angeles et je suis allé voir Billy Wilder. Il m'a invité sur son bureau à Beverly Hills. Et il avait des peintures incroyables. Il avait des Picasso, des Paul Klee, incroyables. Mais il avait ça, comment Lubitsch l'aurait fait. Azcona, il me disait toujours une chose que c'est, j'ai jamais inventé rien du tout. Toutes les choses que j'ai mis dans mes films, dans mes scénarios, ce sont des choses que j'ai vues ou que quelqu'un m'a raconté. Et ça, c'était une chose que, aussi, quand j'étais jeune, j'ai pensé, ça c'est une boutade. Ça c'est une phrase. Mais ça, c'est pas vrai. C'est impossible. Il a inventé des choses. Et quand j'ai commencé à écrire, à continuer à faire des romans et des films, j'ai arrivé à un moment où j'ai découvert que c'est vrai. Tu commences à écrire seulement des choses que tu as vues, seulement des choses que quelqu'un t'a racontées, seulement des choses qui se sont passées. Parce que quand tu es petit, quand tu es jeune, tu fais de l'imagination la résolution de toutes les histoires, de toute la narrative. Mais quand tu commences à avoir une vraie idée de l'être humain, la seule chose intéressante, ce sont les choses qui arrivent aux gens. Parce que la réalité, c'est toujours plus riche que l'imagination, que l'invention. C'est comme ça. Mais tu dois avoir l'imagination pour mettre les choses à la place. Mais toutes les choses ils viennent de la vie. Comme ça. Et ça, c'est un peu, comme on dirait, la réponse à qu'est-ce qu'aurait fait Rafael Azcona, c'est il aurait regardé avec humilité la vie et dire, généralement, les gens, ils font comme ça. Et alors, il faisait ça. C'était bien, ça. Parce que quand tu commences, tu inventes tout. Il y a les martiens, les autres planètes. Et quand tu finis, c'est comme il me disait une fois, Azcona, c'était fantastique parce que j'avais 18 ans, il avait 70 ans et on était des amis. Et on parlait beaucoup de heures parce qu'il travaillait jamais l'après-midi et moi, j'allais à l'université le matin. Alors, on allait manger ensemble, on passait jusqu'à 10 heures de la nuit. Et un jour, il m'a dit, « Ah, David, la chose la plus formidable de ma vie, c'est quand j'ai découvert l'essence de la vie. » Parce que tu sais, David, il y a beaucoup de gens qui se demandent l'essence de la vie. Et c'est un mystère. Un mystère. Il y a les gens quel est l'essence de la vie? La vie, c'est absurde, il n'y a pas un sens. Et non, il y a un sens. Et j'ai trouvé l'essence de la vie il y a quelques années. Et moi, parce que j'ai pensé, ça c'est mon moment, non? Il l'a trouvé à 70, moi, je vais le trouver à 22. Ça, c'est formidable. Alors, je lui ai dit, Raphaël, et tu peux me dire quelle est l'essence de la vie? Elle m'a dit, oui, je peux te le dire. Et tu peux le raconter dans le monde, à toutes les personnes que tu te trouves. Alors, je le ferai, je le fais aujourd'hui. Et il m'a dit, l'essence de la vie, c'est le petit déjeuner. Chaque fois que tu arrives au petit déjeuner, une autre journée, ça, c'est le sens de la vie. Ça, c'est formidable, c'est merveilleux, le petit déjeuner. Et moi, chaque fois que je prends le petit déjeuner, je pense, je suis ici avec le sens de la vie. Très bref, comme tu as parlé de nourriture, rappeler simplement information que Azcona a écrit le scénario de La Grande Bouffe, qui est un film en fait espagnol.
Non, c'est une information intéressante. Non, et Un tu film sais, génial. une anecdote qu'il m'a racontée de La Grande Bouffe, que c'était le film, je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Marco Ferreri, que c'était une production française avec un metteur en scène italien et un scénariste espagnol. Ça, c'est pour moi l'idéal de l'Europe. Et quand il a fait ce film, le producteur, c'était Jean-Paul Rassam. Et alors, lui, Azcona, il m'a raconté une histoire géniale. Il ne connaissait pas en personne Jean-Paul Rassam, mais c'était Ferreri, qui était un très bon ami d'Azcona, qui connaissait le producteur. Il l'a offert le scénario. Il a dit, bon, je vais tourner ce scénario. Et il avait seulement l'idée. 4 hommes qui mangent jusqu'à mourir. Et Rassam, il a dit, bon, Ferreri, ok, mais combien d'argent vous avez besoin pour cette film? Bon, on va payer les scénarios. Cette mec en Espagne qui écrit pour moi, qui s'appelle Rafael Azcona. Alors, ils ont payé Azcona son cachet, l'argent qu'il prenait pour un scénario. Quand il a fini le scénario, il a envoyé le scénario à Ferreri. Et ça, c'est Azcona qui m'a raconté. Et Ferreri a remporté le scénario au bureau de Jean-Paul Rassam et il a dit, le scénario est prêt. Alors, Jean-Paul Rassam, il a pris le scénario et il a lu le scénario. Et le jour après, il a téléphoné à Rafael Azcona pour lui payer le double qu'il l'avait payé. Et Azcona, il a dit, c'est le moment le plus heureux de ma carrière parce que j'ai reçu des prix, j'ai reçu des reconnaissances, des bonnes critiques, mais ça c'est une chose qui arrive jamais dans la vie. Et ça, c'est un rêve. Et lui, il était très content de ça. C'était un bon scénario. Un bon film. C'était un scandale au moment. Bon, déjà, je suis d'accord que l'essence de la vie, c'est le petit déjeuner. Si c'est pas très tôt, tant mieux. Magnifique, non, c'est formidable pour toi. Et ouais, je voulais savoir si on a déjà toutes les histoires qui sont déjà vécues. Il y a tout le monde qui est déjà tombé amoureux, qui a déjà connu d'autres personnes, qui a déjà marché sur la même rue que nous. Et pourquoi on veut les raconter encore une fois, ces histoires? Pourquoi vous voulez encore les raconter, c'est ça, encore une fois, alors que je suis d'accord qu'on ne va rien réinventer, inventer de nouveau. C'est toujours quelque chose qu'on voit, différentes choses qu'on apprend tous les jours, mais c'est jamais une super idée qu'on trouve et on est le seul. Mais pourquoi vous voulez raconter encore les mêmes choses? Tu sais, c'était terrible quand j'étais jeune et j'ai commencé à avoir envie de raconter, d'écrire, d'être écrivain, cinéaste, tout ça. Je me souviens que je suis allé pour voir un film que je considère la perfection du film, que c'est un film de Billy Wilder, précisément, qui s'appelle La Garçonnière, The Apartment. Et ce film, je le considère comme une perfection narrative, parfait d'expression, des personnages, d'interprétation de tout. Et alors un jour, je me demandais, mais pourquoi, David, tu feras des films quand il y a déjà La Garçonnière? Et ça a été une crise pendant quelques mois. Et moi, je me disais, c'est vrai, c'était stupide. Fais une autre chose, fais les médecins, les pompiers, des choses utiles pour l'humanité. Et un journée, je me dis à moi-même que probablement Billy Wilder, quand il avait vu, je ne sais pas, Ninotchka, ou To Be or Not To Be, il avait pensé la même chose. Ou quand il avait lu La Montagne Magique, ou Madame Bovary, il avait pensé la même chose. Pourquoi le faire? Parce qu'il y a toujours une possibilité de dire quelque chose de nouveau sur les mêmes histoires. Et parce que les histoires, ils sont les mêmes, les sentiments, ils sont les mêmes, mais les personnages sont différents. Les contextes historiques, c'est différent. Et parce que les gens, ils ont toujours besoin des histoires. Parce qu'il y avait le tout début de la narrative, ça a commencé très tôt dans la vie humaine. Quand il y avait le chercheur primitif
qui finit la journée avec le feu et il mangeait ce qu'ils avaient pris dans la forêt. Et il y avait quelqu'un qui disait aux plus jeunes, j'ai quelque chose à vous raconter. Il y avait il était une fois, en journée comme aujourd'hui, qu'on a fait ça, ça et ça. Parce qu'une personne ne peut pas avoir l'expérience de toute l'humanité. Et alors, les contes, c'est la seule façon d'avoir plus d'expérience de ce que tu peux avoir dans la vie. Et il y a toujours l'expérience de quelqu'un qui peut être riche pour toi. Et comme c'est impossible de connaître toutes les expériences du monde, la fiction, la littérature, le cinéma, la chanson, le théâtre, l'art, tout ça te donne des opportunités d'avoir des autres expériences nouvelles, similaires quelquefois, contraires à toi. Parce que tu l'as dit, tu peux vivre dans ta vie 5, 6 grandes histoires d'amour ou une histoire d'amour, mais il y a des milliers d'histoires d'amour, des différents processus dans l'histoire d'amour, des différentes combinaisons du sentiment. Et ça, c'est très riche comme personne. Et si tu veux être une personne riche, tu commenceras à raconter ce qui s'est arrivé à toi et à écouter les histoires qui l'ont arrivé à des autres. Alors, c'est le contraire. Il y a tous les exemples formidables de bons contes dans la vie. Ce qui doit te donner, c'est l'envie de raconter de nouveau des choses, de continuer à le faire. Je crois. Une dernière, peut-être. Oui. Maintenant que je suis à l'arrière-cour, que finalement, on aimerait toujours t'avoir auprès de nous. Quoi? T'avoir toujours auprès de nous pour te poser des questions, pour que tu nous parles du passé, du présent, de l'avenir, de maintenant, de littérature, de cinéma, de politique. Donc, je traduis ce qu'on disait tous les deux, de deux générations très différentes, mais je pense avec des inquiétudes qui sont très proches. Donc, bon, mais vous savez, le problème, c'est que moi, j'aime beaucoup parler. Et moi, j'aime beaucoup être ici avec vous et avec les questions et vous écouter aussi. Mais je n'ai pas aucune solution. Comme vous avez vu, j'ai des idées, j'ai des observations, mais je n'ai jamais une solution pour rien. Alors, je suis une personne inutile dans le monde. Non, non, tu as des idées. Ah, j'espère. Mais c'est mon plaisir. Une dernière, Monsieur Larraz. C'est juste une constatation. Quand le public est bon, le conférencier est excellent. Ah, exactement. Tu sais, ça c'est formidable. Il y avait, j'ai oublié ce qui était. Il y avait un type, du théâtre en Espagne des années 30, qui, quand il faisait une pièce du théâtre, et les pièces marchaient mauvais, c'était un échec, il disait, le public a été un échec. Et ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est formidable ça. C'est une peine, le public, il n'a pas fonctionné aujourd'hui. Et dans les films, c'est la même chose. C'était un bon film, mais le public, on a eu un échec de public. Mais c'est vrai, parce que c'est vrai, le public, c'est tout. Ce qui écoute, ce qui fait parler, ce qui regarde. Par exemple, l'histoire d'amour, quand tu te rends compte que la grande histoire d'amour, ce n'est pas que tu aimes une personne, mais qu'une personne te regarde à toi d'une façon que tu considères qu'il t'aime. Et ça, c'est pour ça que c'est quelquefois un problème d'égocentrisme. Toutes ces histoires, quand quelqu'un te quitte, quand il y a une rupture douloureuse, ce n'est pas parce que quelqu'un te quitte, c'est parce que quelqu'un te laisse de regarder comme tu pensais qu'il te regardait. Alors, il y a une destruction de ton ego, que c'est épouvantable. Et c'est un regard, toujours. C'est ça, c'est la façon de regarder quelqu'un. Ce n'est pas toi. Tu es stupide comme toujours, mais il y a quelqu'un qui dit « Ah non, c'est pas stupide, c'est formidable. »
Merci beaucoup, David Trueba.